Chers étudiants, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter la solution d'un exercice sur les conducteurs sphériques. L'énoncé est le suivant. Une sphère métallique isolée S1 de rayon R1 porte initialement une charge Q0 est égale 10 nanocoulombs. Première question, quelle est la densité de charge de la sphère? La deuxième, déterminer le champ électrique dans tout l'espace, le potentiel de S1 et la capacité de S1. Et on donne une condition aux limites de la sphère. La deuxième partie concerne deux sphères reliées par un fil conducteur. Donc, ils disent qu'une deuxième sphère métallique S2, initialement neutre de rayon R2, est reliée par un fil conducteur long et fin à la sphère S1. Donc, quand ils disent un fil conducteur long, c'est pour éviter l'effet d'électrisation par influence. Donc, on n'aura que l'effet par conduction. On supposera que le fil ne porte pas de charge et que les effets d'influence d'une sphère sur l'autre sont négligeables. Premièrement, calculer en considérant que la répartition de charge est uniforme sur chaque sphère, la nouvelle répartition de la charge Q0. Deuxièmement, trouver le champ électrique E1 et E2 dans le voisinage de chaque sphère pour Q0 est égal 10 nanocoulombs. On donne R1 égale 9 cm et R2 est égal 1 cm. Donc vous voyez que la deuxième sphère est plus petite que la première sphère et on va apprendre des choses. Surtout dans la dernière question. Troisièmement, discuter le comportement du rapport E2 sur E1 en fonction du rapport R1 sur R2. C'est une question très intéressante celle-là. Donc allons-y pour la solution. La densité de charge sigma, la première question, donc c'est par définition c'est dQ sur ds, mais quand le sigma est constant, donc on va prendre toute la charge entière divisée par toute la surface qui porte cette charge. Là, la surface qui porte cette charge, ce n'est rien d'autre que la calotte sphérique, bien sûr. Donc, il faut la prendre. Cette surface est égale à 4pi fois R1 au carré. Le rayon au carré. Et l'année prochaine, avec, Inch'Allah, dans le module de physique 4, mécanique rationnelle, vous allez apprendre à démontrer. Voilà. Donc, en remplaçant, on trouve ceci, avec l'application numérique, on trouve une valeur qui est égale à 98,3 nanocoulombs par mètre carré. La deuxième question, déterminer le champ électrique dans tout l'espace, le potentiel de S1 et la capacité de S1, la sphère. Donc, commençons par le champ électrique dans tout l'espace. Nous avons appris deux méthodes. La première, c'est le calcul direct, ce qui est la loi de Coulomb. Mais là, il est impossible de l'utiliser parce qu'elle est assez compliquée. Donc, c'est dans l'espace, donc on ne peut pas l'utiliser. Donc, là, on n'a pas le choix. On va utiliser la deuxième méthode qui est le théorème de Gauss. Voilà le théorème de Gauss qu'il dit. Le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal à la somme des charges internes à cette surface de Gauss divisée par epsilon 0. Voilà. Ça, c'est le premier côté. Ça, c'est le deuxième côté. Donc, avant de se lancer dans les calculs mathématiques, on doit bien choisir la surface de Gauss. Elle doit être fermée d'abord et elle doit être une équipotentielle. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Et donc, l'équipotentielle, elle épouse la forme du conducteur. Donc, si le conducteur est sphérique, donc elle aussi, elle est sphérique. Pourquoi la surface de Gauss doit être une équipotentielle? Parce que le champ électrique sur cette surface doit être perpendiculaire. Il doit être constant. Et c'est sur les équipotentiels qu'on trouve ces caractéristiques du champ. Deuxièmement, parce que, puisqu'il est perpendiculaire, donc il va être parallèle au vecteur surface, ds. Voilà, tout simplement. Et ça va nous faciliter énormément le calcul du premier côté, le flux, qui est E ds, du théorème de Gauss. Donc, je vais vous dire tout de suite que ds, nous pouvons l'écrire sous forme ds fois n, ou n un vecteur unitaire, que je vais faire apparaître tout de suite. Et voici. D'un autre côté, donc vous voyez que le deuxième côté du théorème de Gauss, nous avons somme des charges internes sur epsilon 0. Les charges internes donc diffèrent. Si je suis sur cette surface de Gauss, donc la charge interne elle est complète, Q0. Mais si je me mets à l'intérieur, par exemple, sur cette surface de Gauss, donc vous voyez que
la charge interne, elle est nulle. Donc ça va me pousser à travailler sur deux régions. Région 1 et région 2. Donc on commence par la première région, qui est spécifiée par un rayon R compris entre 0 et R1. Et tout de suite, je vais faire apparaître tous les vecteurs dont j'ai besoin. Et je vais commencer par le calcul du premier côté, qui est le flux E ds. Donc, je remplace, comme j'ai dit tout à l'heure, le ds par dsn. Et puis, je fais le produit scalaire de En, qui est égal au module de E fois le module de N fois le cosinus. Voilà, de l'angle qui existe entre les deux. Voilà, donc N est égal à 1. L'angle entre E et N, vous voyez sur le schéma, et qui est égal à 0, ils sont parallèles. Donc, le cosinus de cet angle est égal à 1. Donc, je vais tout remplacer dans l'intérieur de l'intégrale. Ce qui va me rester, c'est EDS, l'intérieur de l'intégrale. Alors, j'attire votre attention sur le fait que beaucoup d'étudiants font l'erreur non, c'est pas une erreur finalement, non, c'est pas ici, d'accord? Donc, là, le E, l'élément d'intégration, c'est quoi? C'est ds. Donc, je suis en train d'intégrer sur une surface. Sur cette surface, le E est tout le temps constant. Donc, je peux le faire sortir de l'intégrale. Voilà. Et le ds, c'est la surface de Gauss, qui est la calotte sphérique de surface de Gauss. Voilà. Donc, c'est 4 pi r au carré. Ça, c'est le premier côté. Donc, toujours dans la surface de Gauss, donc on prend le R, c'est petit r, parce que le R, il est variable. À chaque fois que je change d'endroit, le R change. Voilà. Je calcule maintenant le deuxième côté tout en restant dans la première région. Donc, deuxième côté, c'est la somme des charges internes sur epsilon 0. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il n'y a aucune charge, donc c'est 0. Je mets 1 égale à 2, et donc E est égal à 0. Maintenant, je m'occupe de la deuxième région qui est spécifiée par un rayon R qui est supérieur ou égal à R1. Je vais toujours faire apparaître les vecteurs qui m'intéressent et je commence le calcul. Le 1, je vous dis tout de suite, vous n'êtes pas obligé de le refaire. Même si vous avez 10 régions, à chaque fois c'est le même, c'est la même expression. Donc il ne faut pas refaire à chaque fois le calcul. Donc le premier côté, on ne le refait pas. Bien sûr, il n'y a que le R qui va changer parce qu'au départ, la première région, c'était entre 0 et R1. Maintenant, c'est supérieur à R1. Le deuxième côté, somme des charges internes sur epsilon 0. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur de cette surface de Gauss que j'ai choisie maintenant, c'est toute la charge existe. Donc, Q0 sur epsilon 0. Donc, 1 est égal à 2. Donc, implique que, voilà, l'expression de E. Je peux l'écrire en fonction de la constante de Planck. Et puis on remarque là, il n'y a ni θ ni phi, donc il n'y a que R. Ça veut dire là, on dit il y a une symétrie radiale. Et on peut l'écrire ainsi. Donc il n'y a que le vecteur unitaire UR qui intervient. Le Uθ, le Uφ n'existe pas. En résumé, donc j'écris le champ électrique. Maintenant, le potentiel de S1. Toujours, donc, on a appris deux méthodes, soit la méthode directe, le calcul direct, soit la relation entre E et dV. Voilà. Donc, la relation, bon, on a E, donc pour déterminer le V, on doit intégrer, on doit utiliser cette équation. Et c'est exactement la même équation, E est également gradient de V. Ce sont deux équations équivalentes. Voilà, deux expressions équivalentes. On commence par la région 1 et on va rappeler le E est égal à 0, dV moins E dL est égal à 0. L'intégrale de 0, ça va me donner une constante. Donc, le potentiel au niveau de la région 1 est une constante qu'on va déterminer après, on ne le laisse pas comme ça. Mais seulement, retenez toujours, quand le conducteur est en équilibre électrostatique, à l'intérieur du conducteur, il n'y a pas de champ et le potentiel est constant. Et la charge va se localiser au niveau de la surface. Ça, c'est logique parce que tout simplement, à l'intérieur, donc les électrons qui sont libres, le conducteur, il est caractérisé par des électrons libres. Donc, les électrons qui sont libres, ils vont se repousser les uns les autres. Donc, ils vont se localiser au niveau de la surface.
la région 2, voilà, le R supérieur à égal à R1. Donc, je rappelle le champ que je peux écrire comme ça. Et j'utilise toujours la même formule. Et voici. Donc, écoutez bien. Le vecteur déplacement dl dans les coordonnées sphériques, c'est donné ainsi. Vous devez l'apprendre et vous devez savoir comment le trouver sur le repère OXY. Peut-être un de ces jours, je vais vous poster une vidéo pour vous montrer comment le voir directement. Ça veut dire qu'il faut développer un peu votre imagination. Voilà, donc je distribue le UR à l'intérieur. Voilà. Et j'ai obtenu 3 produits scalaires. UR, 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 Uθ, UR, Uφ. Voilà. Quand vous savez que UR, Uθ, Uφ sont tous perpendiculaires entre eux, donc le produit scalaire UR, Uθ, ça va donner 0. UR, Uφ, ça va donner 0. Ce qui va rester, c'est UR, UR. UR, UR, donc ça va donner 1. Voilà, donc j'attire votre attention que je le fais maintenant juste pour, c'est-à-dire je fais tout ce détail une fois, mais la prochaine fois, une autre vidéo, je vais passer directement, hein, mais vous n'êtes pas obligé de faire tout ce détail, c'est pour vous, pour comprendre, d'accord? Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez dire directement que du moment que nous avons une symétrie radiale du champ, ça veut dire que DL, ça va être DR, UR, directement. Alors, donc j'ai obtenu ça, et c'est ça que je dois intégrer. Et je vais l'intégrer, et voici. Donc, quand j'intègre, donc c'est V2 est égal moins KQ0, 1 sur R carré dr. Voilà, je voulais attirer votre attention sur le fait que beaucoup d'étudiants me disent que ont tendance à faire sortir le E en facteur. C'est pas en facteur, ça veut dire à l'extérieur de l'intégrale, en pensant qu'il est constant exactement comme on a fait dans la première question de la surface de Gauss. Mais non, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que dans la surface de Gauss, on intègre par rapport à S. L'élément différentiel, c'est ds. Donc, sur cette surface, le champ est constant parce que c'est une équipotentielle. Mais là, on est en train d'intégrer par rapport à R. Ça veut dire qu'on se déplace d'une équipotentielle à une autre équipotentielle, le champ varie. D'accord? Et d'ailleurs, on le voit qu'il dépend de R. Donc, moi, je vais faire sortir que les constantes KQ0 et j'intègre. Et quand j'intègre, je vais obtenir ceci. Donc, pourquoi j'ai fait apparaître le C2, la constante? Parce que les bornes d'intégrale ne sont pas... J'ai pas mis les bornes d'intégrale. D'accord? Si je ne mets pas les bornes d'intégrale, donc je vais faire apparaître le C2. Maintenant, C1 et C2, on doit les déterminer dans la prochaine diapo. Voilà, je vous ai résumé les deux potentiels dans les deux régions. Dans la détermination de C1 et C2, on va utiliser d'abord la condition aux limites plutôt qu'on nous a donné. Donc V infinité égale à 0. Et maintenant, il faut remarquer, qu'est-ce qu'on va utiliser, V1 ou V2? Donc il faut remarquer, le infini, il appartient à quelle région? Est-ce que la première région, est-ce que la deuxième région? Là, c'est évident que ça appartient à la deuxième région. Voilà, donc on va utiliser V2. On remplace le 1 sur infini, ça donne 0, donc C2 est égal à 0. Et je monte au haut pour remplacer C2 par 0. Voilà. Donc, ce qui va me rester, il n'y a que C1 à déterminer. Bien sûr. Voilà, donc détermination de la constante C1. Je vais utiliser la continuité de la tension à R est égal à R1, au niveau juste de la surface. Et là, c'est logique parce que vous voyez, dans la région 1, le R1, vous voyez, R inférieur ou égal R1. Région 2, R supérieur ou égal R1. Donc, le égal apparaît dans les deux régions. Ça veut dire le R1 appartient aux deux régions. Donc, on peut lui utiliser V1 ou bien V2. Voilà. Et on trouve C1 est égal KQ0, 1 sur R0. Et voici donc, en résumé, les deux régions et leur potentiel. La troisième partie de la première question, la capacité du conducteur, on va utiliser directement la définition, c'est Q sur V. Donc c'est Q0 sur V, le potentiel au niveau de R1. Qu'est-ce que ça veut dire la capacité? Ça veut dire quelle est la charge emmagasinée pour un potentiel bien déterminé.
Donc, plus cette charge est grande par rapport à un petit potentiel, cette capacité est grande. Et donc, le conducteur est bon. Voilà, donc quand on remplace, on trouve R1 sur K. Maintenant, la deuxième partie, ça concerne deux conducteurs qu'on met en contact par le biais d'un fil. Donc, par conduction, il va y avoir un transfert de charge par conduction. Voilà, donc la deuxième sphère, elle est plus petite que la première sphère et elle est neutre. Et donc, R1 est égal 9, R2 est égal 1 cm, je rappelle. Et puis après, on met un fil. Alors, à partir du moment que le fil conducteur, au moment où on met le fil conducteur, le transfert de charge commence. Maintenant, il commence et puis il va y avoir un certain équilibre et ce transfert de charge s'arrête. C'est quoi l'équilibre qui va arrêter ce transfert de charge? C'est V au niveau de la surface S1 est égal V au niveau de la surface S2. Ça veut dire c'est le potentiel. Et non pas comme pensent beaucoup d'étudiants, ils pensent que c'est la charge qui va être équilibrée. Ils vont penser que Q1 est égal à Q2. Non, ça c'est une erreur usuelle, c'est-à-dire commune de la part des étudiants. Maintenant, il faut corriger cette idée. Non, il s'agit d'équilibrer les potentiels au niveau des surfaces et non pas les charges. D'accord? Bon, je peux écrire comme on a fait, c'est pas la peine de refaire tout le calcul. Donc l'expression du potentiel, elle est donnée KQ1 sur R1 et KQ2 sur R2. C'est déjà, donc l'expression générale, on l'applique pour la première sphère, pour la deuxième sphère. Voilà. Donc je rappelle plutôt que c'est le potentiel qui doit être équilibré, les potentiels, mais par contre les charges, comment dire, pardon, Q0 est égal à Q1 plus Q2, j'ai perdu le mot. La charge, elle est conservée. Voilà, la charge, elle est conservée. Voilà. Alors, le but ici de cet exercice, c'est de trouver Q1 et Q2. Ça veut dire deux inconnus, nous avons besoin de deux équations. Elles sont là, les deux équations. Q0 est égal à Q1 plus Q2 et la deuxième, KQ1 sur R1 égale KQ2 sur R2. Les voici. Donc, vous faites un travail, c'est extrêmement simple et vous allez trouver Q1 est égal à ça, Q2 est égal à ça. Remarquez seulement que la charge de alors, Q1 c'est R1. Voilà. La charge de la grande surface, de la grande sphère, elle est plus grande que la charge de la petite sphère. D'accord? On va revenir après. Maintenant, il demande de déterminer le champ électrique au voisinage de chaque sphère. Donc, on sait qu'on a déjà fait le calcul par le théorème de Gauss, voilà, KQ sur R carré. Maintenant, il suffit d'appliquer au niveau de la surface S1 et au niveau de la surface S2, tout simplement. La dernière question, il demande le rapport. Faites le rapport, voilà, remplacez les deux charges, fonction de Q0. Et voilà, quand on simplifie tout, on trouve E1 sur E2 est égal à R2 sur R1. Maintenant, remarquez seulement que ça est inférieur à 1. Ça veut dire E1 est inférieur à E2. E1, c'est le champ créé par la grande sphère. Et E2, c'est créé par la petite sphère. Donc, vous voyez que au voisinage de la surface de la petite sphère, le champ est plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle est capable, cette sphère, d'attirer plus de charge que pour la sphère S1. D'accord? Et là, ça s'appelle le pouvoir de pointe. Donc, plus la surface elle est faible et plus les charges se dirigent directement vers cette surface. Et comme on trouve une application directe, c'est les paratonnerres qu'on met sur les bâtiments pour protéger les gens des foudres, par exemple. D'accord? Donc, on met des antennes qui possèdent bien sûr des surfaces très fines et ces surfaces sont capables d'attirer les charges générées par les foudres pour protéger les gens de l'électricité, du danger. Voilà. Et je vous souhaite un très bon courage.